Je n'aurais jamais cru entendre ces mots de la part de ma propre famille. Dégage, misérable. Tu es viré. 15 ans. C'est le temps que j'ai consacré à transformer la petite entreprise de mon grand-père en un empire valant 100 millions d'euros. J'ai dirigé les opérations, je l'ai développé, je l'ai protégé. Pendant qu'il souriait devant les caméras, je faisais le sale boulot. Et quand j'ai remis en question une fusion suspecte, ils m'ont jeté dehors sans un regard en arrière. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas crié. J'ai juste passé un appel. Un seul, à l'unique homme en qui mon grand-père avait jamais eu confiance. 48 heures plus tard, la fusion était annulée, les comptes gelés et la vérité révélée. Je n'étais pas qu'une simple employée. J'étais l'actionnaire majoritaire. L'architecte de tout. Et maintenant, ce sont eux qui me supplient de les laisser revenir. 5H47. L'heure habituelle. Mon téléphone vibre contre le marbre de la table de chevet avec la précision d'un métronome suisse, mais je suis déjà réveillé. Je le suis toujours avant l'alarme. C'est comme si mon corps avait appris à anticiper les exigences de la journée, à se préparer au combat avant même que mon esprit conscient n'ait eu à s'en mêler. Je me lève en silence. De mon appartement du 16e arrondissement, la vue sur la Seine est une cicatrice d'argent liquide qui serpente entre les immeubles haussmanniens. Paris dort encore, mais moi, je ne dors jamais vraiment. Pas quand un empire de 100 millions d'euros dépend de chaque décision que je prends, de chaque contrat que je sauve, de chaque crise que je résous avant même que quiconque se rende compte qu'elle existait. Le café s'écoule tandis que je parcours les rapports de la nuit sur ma tablette. Le terminal de Shanghai a clôturé en hausse. Les conteneurs sont arrivés à temps au port du Havre. Le problème avec les douanes de Hambourg a été résolu grâce à un appel que j'ai passé hier à 23 heures. Charles, mon beau-père, ne saura jamais rien de ces petits miracles qui maintiennent son empire en état de marche. Je préfère qu'il en soit ainsi. À 6h30, je suis déjà à mon bureau au 47e étage de la Tour Cèdre, à La Défense. La plaque dorée sur la porte indique « Amélie Lambert, directrice des opérations ». Les mots sonnent creux. Comme si cela pouvait capturer l'essence de ce que je fais ici. Comme si cela pouvait expliquer les 15 années que j'ai investies à bâtir tout ceci, brique par brique. Mon bureau est modeste comparé à la suite exécutive de Charles au 50e, sans baie vitrée panoramique, sans bar à champagne, sans ce ridicule fauteuil en cuir poltronafro où il aime poser pour les interviews. Mais d'ici, entouré de moniteurs affichant en temps réel les flux mondiaux de marchandises et de données, je vois tout. Je sens le pouls de chaque opération, chaque envoi, chaque centime qui entre et qui sort. À 7h15, Sylvie, mon assistante, frappe doucement à la porte. Le contrat avec Nakamura Corp est prêt pour votre validation finale. Je lui souris. Sylvie est l'une des rares personnes dans cet immeuble qui me voit vraiment. Pas la femme invisible qui fait tout tourner, mais la personne que je suis. Parfait. Et la réunion avec l'équipe des opérations ? Dans 15 minutes, salle de conférence B. Je saisis le dossier Nakamura. 60 millions d'euros sur 5 ans. Un contrat qui m'a pris 8 mois de négociation, naviguant entre les différences culturelles, les réglementations complexes et les exigences impossibles d'un client qui avait éconduit 3 de nos concurrents. Mais j'ai réussi. Comme toujours, et la salle de conférence se remplit. Des visages familiers qui ont appris à faire confiance à mon leadership silencieux. Je ne suis pas comme Charles, qui entre dans une pièce comme un ouragan, exigeant l'attention avec sa voix de stentor et ses gestes grandiloquents. Je prends simplement ma place et j'attends. Quand je parle, ils écoutent. J'annonce sans préambule que le contrat Nakamura est signé, que la mise en œuvre commence lundi. Je donne mes directives, précises, chirurgicales. Sarah doit coordonner avec l'équipe de Tokyo, Mathieu doit me fournir un rapport de capacité actualisé pour vendredi. Les 40 minutes suivantes s'écoulent avec l'efficacité d'une machine bien huilée. Problèmes identifiés, solutions proposées, ressources allouées. C'est un ballet logistique, et j'en suis la chorégraphe invisible. Une fois la réunion terminée, je reste seul avec mes pensées. Par la fenêtre, La Défense s'éveille. Le trafic s'épaissit sur le périphérique. Je me demande si l'un de ces milliers de gens ressent cette étrange déconnexion qui m'accompagne en permanence, ce sentiment de construire quelque chose de magnifique tout en restant dans l'ombre. Mon téléphone sonne. Charles. Sa voix, comme toujours, dénuée de toute courtoisie. Amélie, monte dans mon bureau. Nous devons parler de Nakamura. Pas de s'il te plaît, pas de quand tu auras un moment.
Juste l'attente implicite que je lâche tout et que j'accours. Comme toujours. L'ascenseur vers le 50e étage est un voyage de 30 secondes qui me semble une éternité. Les portes s'ouvrent sur le royaume de Charles, marbre de Carrare, art contemporain hors de prix et cette vue panoramique qu'il utilise comme toile de fond pour ses interviews télévisées. Il est au téléphone avec un journaliste du Figaro, lui expliquant sa stratégie pour conquérir le marché asiatique. Il me fait signe d'attendre. Il parle de la complexité des négociations, mais qu'avec son expérience des marchés internationaux, il a réussi à sécuriser ce contrat historique. Mes poings se serrent involontairement. Mon expérience, mes négociations, mes 8 mois d'appel à 3 heures du matin avec Tokyo. Mais Charles parle comme s'il avait été présent à chaque réunion, comme si chaque obstacle surmonté était le fruit de son génie. Il raccroche et m'adresse ce sourire qu'il a perfectionné pour les caméras. Nakamura. Excellent travail, Amélie. Comme toujours, tu as su exécuter parfaitement la vision que j'avais pour ce contrat. Sa vision. Bien sûr. Je lui précise que le contrat est structuré pour maximiser nos marges tout en conservant une flexibilité opérationnelle, mais il m'interrompt d'un geste dédaigneux. Les détails n'ont pas d'importance. L'important, c'est que j'ai déjà programmé une conférence de presse pour cet après-midi. Les Échos veulent faire un portrait sur ma stratégie d'expansion mondiale. Évidemment. Chaque succès que je construis devient une nouvelle occasion pour lui de briller. Il me congédie en me disant de m'assurer que les opérations soient prêtes, car nous ne pouvons nous permettre aucune erreur lorsque tous les yeux sont tournés vers nous. Vers lui, veut-il dire ? J'y retourne à mon bureau avec ce sentiment familier de vide. Sur mon bureau m'attend une invitation imprimée sur un papier vélin crème. Dîner de famille. Ce soir, 19h, chez Charles. La calligraphie est celle de Chloé, ma demi-sœur. Élégante, prétentieuse, comme tout ce qu'elle touche. Je ne me souviens pas de la dernière fois que Charles m'a invité à un dîner de famille qui n'avait pas un objectif corporatif caché. Il veut probablement discuter des rumeurs que j'entends sur une éventuelle fusion. Des chuchotements dans les couloirs, des conversations qui s'arrêtent net quand j'entre dans une pièce, des appels que Charles prend en privé. Vers 15h, alors que je vérifie les rapports trimestriels, j'entends des voix familières dans le couloir. Charles, Chloé et Bastien se dirigent vers la suite exécutive. Leurs voix sont basses, mais intenses. Quelque chose dans leur ton me fait lever la tête. J'entends Chloé dire que la stratégie de sortie doit être propre. Charles répond que nous ne pouvons nous permettre aucune complication. Bastien marmonne quelque chose que je ne saisis pas, mais le ton est approbateur. Stratégie de sortie. Les mots flottent dans mon esprit comme une fumée toxique. La sortie de quoi? De qui? 1 heure plus tard, alors que l'immeuble commence à se vider, je descends aux archives, au sous-sol. Un endroit que je visite rarement, rempli de boîtes poussiéreuses et de documents qui remontent au début de l'entreprise. L'époque de Logistique Lambert. Avant que Charles n'épouse ma mère et ne transforme progressivement le nom et l'identité de la société. Je trouve ce que je cherche dans une boîte marquée 1985 à 1995. Les statuts originaux, signés par mon grand-père de son écriture soignée et décidée. Sa vision originelle, couchée sur un papier jauni, une entreprise familiale bâtie sur l'intégrité, le service et une croissance durable. Je prends une photo avec mon téléphone. Le souvenir me frappe sans crier gare, comme le font toujours les plus douloureux. J'ai 9 ans, assise sur les genoux de mon grand-père, dans ce même bureau qu'occupe aujourd'hui Charles, mais qui sentait alors le tabac à pipe et le vieux cuir, et était rempli de photos de famille plutôt que de trophées d'entreprise. Un jour, Amélie, tout ceci sera à toi, m'avait-il dit. Mais pas parce que c'est ton droit, mais parce que tu le mériteras. Tu construiras quelque chose qui vaudra la peine d'en hériter. Il ne m'a jamais dit comment. Il ne m'a jamais expliqué les mécanismes juridiques qu'il avait mis en place. Il m'a juste appris à aimer ce métier, à en comprendre chaque rouage. Quand il est mort, 5 ans plus tard, j'avais 14 ans, trop perdu dans mon chagrin pour comprendre les documents que Maître Vasseur, son avocat, a essayé de m'expliquer. Ma mère était malade, Charles était le nouveau mari qui promettait de s'occuper de tout, et moi, je voulais juste qu'on me dise que tout irait bien. Aujourd'hui, 24 ans plus tard, je me demande quel secret mon grand-père a emporté dans sa tombe. Il est 18h45 quand je ferme enfin mon ordinateur portable et me prépare à partir pour le dîner de famille. En attendant l'ascenseur, j'aperçois mon reflet dans les portes en acier poli. 38 ans.
Cheveux châtains relevés en un chignon strict, un tailleur pantalon gris anthracite qui ne cherche pas à attirer l'attention, les mêmes boucles d'oreilles en perles que je porte depuis une décennie. Je suis invisible par choix, je me le répète. C'est une armure. Mais alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent et m'avalent, laissant la ville s'étendre sous mes pieds, je ne peux m'empêcher de me demander si cette invisibilité est sur le point de devenir quelque chose de plus permanent, de plus forcé. La maison de Charles à Neuilly-sur-Seine est un monument à son succès. 3 étages de pierre de taille, des jardins parfaitement entretenus par un paysagiste hors de prix, et cette allée circulaire où il garde toujours sa Porsche Taycan comme si c'était une pièce de musée. Les fenêtres brillent d'une lumière dorée et je peux voir des silhouettes se déplacer à l'intérieur. Alors que je marche vers la porte d'entrée, mes talons claquant doucement sur le gravier, mon téléphone vibre. Un message d'un numéro que je ne reconnais pas. Juste quelques mots, il est temps que vous sachiez la vérité. Demain matin. Maître Vasseur. Le nom de l'avocat de mon grand-père, que je n'ai pas vu depuis des années, fait battre mon cœur un peu plus vite, un peu plus fort. Je range le téléphone, le souffle court, et sonne. Chloé ouvre la porte avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Amélie, quelle ponctualité. Comme toujours. Il y a quelque chose dans son ton, une condescendance à peine voilée, qui me met les nerfs à vif, comme si je marchais dans un piège soigneusement préparé. Elle est vêtue d'une robe en soie rouge balmain, dont le décolleté plongeant est un défi en soi. Ses cheveux blonds tombent en vagues parfaites sur ses épaules nues, et son parfum, un mélange capiteux et coûteux, flotte autour d'elle comme un avertissement. Elle est la parfaite incarnation de la femme qui a tout sans avoir rien gagné par elle-même. Mais j'entre quand même. Parce qu'après 15 ans à construire leur empire depuis les coulisses, je n'ai pas d'autre choix que de voir jusqu'où ils sont prêts à aller. L'intérieur de la maison sent les bougies diptyques et l'ambition dévorante. Chloé me guide vers la salle à manger où Charles et Bastien sont déjà assis à la table en acajou qui pourrait nourrir une famille de 12. Sauf que nous ne sommes pas une famille. Nous ne l'avons jamais vraiment été. Nous sommes une société déguisée en lien du sang. Assieds-toi, Amélie, dit Charles en désignant la chaise en face de lui. Pas à côté, où s'assiérait une fille, mais en face, comme pour un entretien d'embauche. Ou un jugement. Bastien, mon demi-frère, m'accorde un hochement de tête mal à l'aise. Il n'a jamais su comment me parler, existant dans cette zone grise entre le respect qu'il me doit pour maintenir son emploi et le ressentiment de ne pas être né avec le talent pour le justifier. Chloé s'assoit à la droite de Charles, sa posture impeccable. Sa manucure est parfaite, ses bijoux discrets mais d'une valeur astronomique. Un verre de vin, demande-t-elle en soulevant une bouteille de Bordeaux que je reconnais. Un château Pétrus. Plusieurs milliers d'euros la bouteille. Pour impressionner qui? Certainement pas moi. Juste de l'eau, merci. J'ai besoin de garder la tête froide. Chaque instinct que j'ai développé en des années de négociation me hurle que ce n'est pas un dîner de famille. C'est une exécution. Charles se racle la gorge et adopte cette posture qu'il utilise lorsqu'il va faire une annonce importante. Les épaules en arrière, le menton levé, ce regard qui dit « Je suis l'homme le plus important dans cette pièce ». Amélie, nous t'avons invité ce soir parce qu'il y a des changements importants à l'horizon. Des changements qui vont affecter toute la famille Rainer. La famille Rainer. Comme si j'en avais un jour fait partie. La fusion avec Globally va nous propulser au niveau supérieur, continue-t-il. Nous allons devenir la 3e plus grande entreprise de logistique en Europe. Globally. Il met enfin un nom sur les rumeurs. Une entreprise solide, mais avec une réputation de cannibale, dévorant les plus petites sociétés et démantelant leurs équipes dirigeantes. C'est une opportunité incroyable, ajoute Chloé, ses yeux brillants d'une avidité que je connais trop bien. Ils vont valoriser nos opérations à 200 millions. Charles sera PDG de la division Europe de l'Ouest, je dirigerai le marketing corporate, et Bastien prendra la tête du développement commercial. Je remarque ce qu'ils ne disent pas. Je remarque le silence assourdissant là où mon nom devrait être. Et quel est mon rôle dans cette fusion? Je demande, en gardant ma voix neutre, dénuée de toute émotion. Les trois échangent un regard, une de ces communications silencieuses que les familles royales développent, où des volumes entiers sont dits sans un mot. Charles se penche en avant, adoptant ce qu'il pense probablement être une expression paternelle. Amélie, tu as fait un travail extraordinaire pendant toutes ces années. Personne ne peut le nier. Mais Globally a sa propre structure opérationnelle, ses propres équipes. Ils n'auront pas besoin de doublons. De doublons.
Comme si j'étais une employée redondante plutôt que la personne qui a construit tout ce qu'ils sont sur le point de vendre. Ce que Charles essaie de dire, intervient Chloé avec cette fausse douceur qu'elle a perfectionnée en école de commerce, c'est que ton énergie ne correspond plus à la nouvelle direction de l'entreprise. Il est temps que tu cherches quelque chose qui soit mieux adapté à ton niveau. Mon niveau. Les mots tombent comme de l'acide entre nous. Bastien se tortille sur sa chaise, mais ne dit rien. Il ne dit jamais rien quand ça compte. Évidemment, nous allons t'offrir un généreux package de départ, continue Charles. 6 mois de salaire, d'excellentes références, et bien sûr, notre gratitude pour tout ce que tu as apporté. 6 mois de salaire. Pour 15 ans de ma vie. Pour avoir bâti un empire de 100 millions qu'il s'apprête à vendre pour le double. Et si je refuse? La question flotte dans l'air comme une fumée de cigare. Chloé laisse échapper un petit rire, musical, complètement dépourvu d'humour. Amélie, ma chérie, je ne crois pas que tu comprennes la situation. Tu n'as plus le choix. Les papiers ont été signés ce matin. La fusion est un fait accompli. Ton poste n'existe plus. De plus, ajoute Bastien, trouvant enfin sa voix, soyons honnêtes. Sans le nom Rainer, sans nos relations, qu'es-tu vraiment? Une simple cadre opérationnel avec un joli titre. Ces mots me frappent comme une gifle. Non pas par leur cruauté, mais par leur clarté absolue. Ils ont enfin dit ce qu'ils ont toujours pensé. Ils ont enfin montré leur carte. Je me lève lentement. Chaque mouvement est calculé, chaque geste contrôlé. 15 ans à entraîner mon visage à ne rien révéler me servent maintenant plus que jamais. Je comprends, dis-je simplement. Charles semble soulagé par mon calme. Je savais que tu verrais les choses de manière rationnelle. Tu as toujours été pragmatique, Amélie. C'est l'une de tes meilleures qualités. Quand voulez-vous que je parte? Demain serait idéal, répond Chloé. Nous avons déjà préparé un communiqué de presse annonçant ton départ pour poursuivre d'autres intérêts. Très élégant. Très professionnel. Mon départ à la retraite, à 38 ans, après avoir construit tout ce qu'il célèbre ce soir. Parfait, dis-je en prenant mon sac sur la chaise. Merci pour le dîner. Je marche vers la porte, la dignité intacte, mais je sens leurs yeux dans mon dos, s'attendant probablement à ce que je craque, que je supplie, que je montre une quelconque émotion qu'ils pourraient utiliser contre moi plus tard. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Dehors, l'air frais d'octobre me frappe comme une bénédiction. Je marche jusqu'à ma voiture, une vieille Volvo discrète, avec des pas mesurés, comme si c'était une soirée comme les autres, comme si mon monde ne s'était pas effondré au cours des 30 dernières minutes. Ce n'est qu'une fois assise dans l'intimité de mon habitacle que je permets à la réalité de m'atteindre pleinement. Mais je ne pleure pas. Je ne crie pas. Au lieu de cela, je sens quelque chose de différent monter dans ma poitrine. Quelque chose de froid et de clair comme du cristal. Une résolution. Mon monde ne s'est pas effondré. Il vient d'être déblayé pour la reconstruction. Mon téléphone sonne avant même que je puisse démarrer le moteur. C'est Charles. Amélie, encore une chose. Nous comptons sur ta discrétion jusqu'à l'annonce officielle demain matin. Nous ne voudrions pas créer une panique inutile parmi les employés. Une dernière demande de silence, une dernière exigence d'invisibilité. Bien sûr, je réponds, et je raccroche. Mais alors que je m'engage dans la circulation nocturne pour rentrer vers mon appartement, mon esprit n'est plus en mode défensif. Il calcule, il planifie. Pour la première fois depuis des années, je ne pense pas à résoudre les problèmes de Charles. Je pense à résoudre le mien. À la maison, j'ignore les appels qui commencent à affluer. D'abord Charles, puis Chloé, puis des numéros que je ne reconnais pas, probablement des journalistes qui ont déjà flairé l'histoire, la narration qu'ils ont si soigneusement préparée, Amélie Lambert, la cadre surmenée qui a décidé de se retirer pour relever de nouveaux défis. Au lieu de répondre, je me dirige vers mon bureau et j'ouvre le vieux secrétaire à cylindre que j'ai hérité de mon grand-père. Là, dans le compartiment secret qu'il m'a montré quand j'avais 10 ans, se trouve l'enveloppe qu'il m'avait dit de n'ouvrir qu'en cas d'absolue nécessité. Mes mains tremblent légèrement tandis que je brise le seau de cire. À l'intérieur, une lettre, écrite de sa main soignée, datée de 3 jours avant sa mort. Ma chère Amélie, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a essayé de te voler ce qui te revient de droit. Dans cette enveloppe, tu trouveras également le nom et le numéro de maître Antoine Vasseur. Il détient des documents dont Charles n'a jamais eu connaissance.
Des documents qui vont tout changer. Appelle-le. Il est temps que tu réclames ce qui a toujours été à toi. Avec des mains qui ne tremblent plus, je compose le numéro. Il répond à la deuxième sonnerie, comme s'il avait attendu mon appel pendant 24 ans. Amélie, dit-il simplement. Il était temps. Sa voix est exactement la même qu'il y a 24 ans. Chaude, précise, comme une étreinte enveloppée dans de l'acier juridique. Maître Vasseur a toujours eu cette qualité, cette capacité à faire sonner les documents les plus complexes comme des conversations anodines entre vieux amis. Je lui dis que j'ai besoin de comprendre ce que mon grand-père savait et que j'ignore. Il me répond de venir à son cabinet demain à 8 heures précises. Et Amélie, ajoute-t-il, apporter une pièce d'identité. Nous allons devoir authentifier quelques signatures. La ligne se coupe avant que je puisse en demander plus. Typique de lui. Ne jamais en dire plus que nécessaire au téléphone. Les bons avocats savent que les murs ont des oreilles. Cette nuit-là, je ne dors pas. Non pas par anxiété, mais à cause d'un sentiment que je n'ai pas ressenti depuis des années, l'anticipation. Pour la première fois depuis que Charles est entré dans nos vies, j'ai l'impression d'avoir mes propres cartes à jouer. À 7h45, je suis devant l'immeuble du boulevard Saint-Germain où Maître Vasseur a son cabinet depuis 40 ans. C'est un bâtiment ancien, sans le glamour ostentatoire des grands cabinets d'affaires, mais avec cette solidité qui ne vient que de décennies de travail honnête. Pour cette rencontre, j'ai choisi mon armure avec soin. Une robe noire, sobre, parfaitement coupée, qui tombe juste au-dessous du genou. Elle épouse mes formes sans les crier, une promesse silencieuse de puissance contenue. La soie de la doublure glisse sur ma peau, un frisson de préparation au combat. Mes talons sont bas, élégants, faits pour marcher d'un pas assuré et non pour tituber. Mes cheveux sont tirés en un chignon sévère, chaque mèche à sa place. Mon seul accessoire est la montre de mon grand-père, un modèle classique au bracelet de cuir usé. Je suis l'antithèse de Chloé et de sa sensualité criarde. Ma sensualité est cérébrale, cachée, une lame dans son fourreau. La secrétaire, Madame Dubois, me reconnaît immédiatement malgré les années. Mademoiselle Lambert, quel plaisir de vous revoir. Maître Vasseur vous attend. Son cabinet n'a pas changé. Les mêmes reliures en cuir des codes de loi, le même bureau en chêne qui est probablement plus vieux que moi, les mêmes photos de famille parsemées parmi des piles de dossiers organisés avec une précision militaire. Il se lève quand j'entre. 73 ans, les cheveux complètement blancs, mais ses yeux bleus sont toujours aussi vifs que lorsque j'étais une enfant effrayée essayant de comprendre pourquoi son monde s'était effondré. Asseyez-vous, Amélie. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Il ne perd pas de temps en politesse. Il ouvre un coffre-fort qui nécessite 2 clés différentes et en sort un épais dossier marqué de mon nom, de l'écriture soignée de mon grand-père. Votre grand-père était bien plus malin que Charles ne l'a jamais imaginé, dit-il en étalant des documents sur le bureau. Quand il a épousé votre mère et a commencé à insinuer son influence dans l'entreprise, votre grand-père a su qu'il devait vous protéger. Les documents qu'il me montre me coupent le souffle. Des statuts constitutifs, des actes de fiducie, des transferts d'actions datant de 5 ans avant la mort de mon grand-père. Le tout rédigé dans ce jargon juridique dense qui ferait abandonner la plupart des gens après le premier paragraphe. Mais je ne suis pas la plupart des gens. Après 15 ans à naviguer dans les contrats internationaux, je peux lire entre les lignes juridiques comme sur une carte. Attendez, dis-je, mon doigt traçant une ligne spécifique. Est-ce que ça dit bien ce que je crois lire? Maître Vasseur sourit pour la première fois depuis mon arrivée. Votre grand-père a créé une fiducie irrévocable qui vous a transféré 62% de Logistique Lambert aujourd'hui Rainer Logistique le jour de votre 18e anniversaire. Charles n'a jamais été le propriétaire. Il n'a été que le gérant. Les mots s'installent dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle qui trouve enfin sa place. 62%. La majorité absolue. Mais comment est-ce possible? J'ai vu les documents de la société, Charles y figure comme propriétaire principal. Les documents que Charles a déposés au greffe du tribunal de commerce sont des faux, dit Maître Vasseur, sa voix prenant le ton qu'il doit utiliser au tribunal. Votre grand-père a conservé les originaux ici, avec moi, avec des instructions précises de ne vous les révéler qu'en cas d'absolue nécessité. Je prends un autre document, une lettre notariée datée d'une semaine avant la mort de mon grand-père. Si Charles Rainer tente un jour d'évincer Amélie de l'entreprise qu'elle a bâtie, ou s'il tente de vendre ou de fusionner l'entreprise sans son consentement explicite, Maître Vasseur a pour instruction de révéler immédiatement la véritable structure de propriété. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je demande.
Pourquoi ne pas me l'avoir dit à mes 18 ans? Il se penche en arrière dans son fauteuil, et pour la première fois, je vois de la fatigue dans ses yeux. Parce que votre grand-père espérait que ce ne serait jamais nécessaire. Il espérait que Charles serait un homme meilleur qu'il ne l'a été. Et honnêtement, je l'espérais aussi. Alors, pendant tout ce temps, vous avez été la propriétaire légitime de votre propre entreprise. Charles a géré votre société, s'attribuant le mérite de votre travail, bâtissant sa réputation sur vos succès. L'ironie est si parfaite que j'ai presque envie de rire. Presque. Que dois-je faire? Maître Vasseur a déjà un autre document préparé. Premièrement, nous déposons une assignation en référé pour obtenir la suspension immédiate de la fusion. Deuxièmement, nous demandons le gel de tous les comptes de la société jusqu'à ce que la question de la propriété soit résolue. Troisièmement, nous transmettons les preuves des faux en écriture de Charles au procureur de la République. Mon téléphone n'a cessé de vibrer au cours des 20 dernières minutes. Appel manqué de Charles, de Chloé. Le monde extérieur peut attendre. Combien de temps cela prendra-t-il? Je demande, alors que Maître Vasseur prépare les documents pour ma signature. Si nous déposons aujourd'hui, je peux avoir une ordonnance du tribunal cet après-midi même. La fusion s'arrête net. Je signe chaque document avec la même précision que j'ai utilisée pour tous les contrats importants de ma carrière. Mais ceux-ci sont différents. Il ne s'agit pas de réaliser quelque chose pour Charles. Il s'agit de réclamer ce qui a toujours été à moi. Quand nous avons terminé, Maître Vasseur me tend une copie de tout le dossier. Une dernière chose, Amélie. Votre grand-père m'a demandé de vous donner ceci quand le moment serait venu. C'est une petite clé dorée, ancienne, avec un numéro gravé. Coffre-fort à la BNP, agence principale. Tout ce dont vous avez besoin pour compléter le dossier s'y trouve, y compris les enregistrements. Les enregistrements? Votre grand-père a documenté plusieurs conversations avec Charles où il discutait de la transition du leadership lorsque vous seriez plus âgé. Charles a été très clair dans ses enregistrements qu'il prévoyait de marginaliser votre rôle dès le début. Je quitte le cabinet de Maître Vasseur avec un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le pouvoir. Le vrai pouvoir. Pas le pouvoir de résoudre des crises pour les autres, mais le pouvoir de déterminer mon propre destin. Au lieu d'aller directement au bureau, je conduis jusqu'au jardin du Luxembourg. J'ai besoin de quelques minutes pour digérer tout cela avant d'affronter ce qui m'attend. Mon téléphone sonne. C'est Léna, ma meilleure amie depuis HEC et maintenant directrice des opérations chez Trans-Europe, l'un de nos principaux concurrents. Amélie, je viens de voir les infos du matin. Ça va? Bien sûr. Charles contrôle déjà la narration. Il a probablement annoncé mon départ à la retraite sur BFM Business. Mieux que bien, je réponds. Léna, est-ce que ton offre de me recruter tient toujours? Celle que tu m'as faite il y a 6 mois? Bien sûr, toujours. Mais je pensais que... Les choses ont changé. On peut déjeuner? Bien sûr. Mais Amélie, que se passe-t-il vraiment? Je lève les yeux vers le ciel de Paris, vers la tour où Charles est probablement en train de célébrer sa victoire au champagne. Ce qui se passe, Léna, c'est que je vais enfin réclamer ce qui m'appartient. Après avoir raccroché, je supprime toutes mes applications de réseaux sociaux. Si je dois disparaître des radars, ce sera complètement. Quand je réapparaîtrai, ce sera selon mes propres termes. À 14 heures, alors que je déjeune avec Léna dans un bistrot tranquille près de Saint-Sulpice, mon téléphone explose de notifications. Maître Vasseur a tenu parole. L'ordonnance du juge a été rendue. Les comptes sont gelés. La fusion est officiellement suspendue. Léna lit les dépêches en temps réel sur son téléphone. Mon Dieu, Amélie. C'est toi qui as fait ça? Ce n'est que le début, dis-je en prenant une gorgée de mon café. Cette offre, elle tient toujours? Absolument. Mais maintenant que je vois de quoi tu es capable, je vais devoir revoir les termes à la hausse. Pour la première fois depuis 24 heures, je souris. Un vrai sourire. Mon téléphone vibre. Un texto de Charles. Appelle-moi. Maintenant. Je supprime le message sans même y répondre. Pour la première fois en 15 ans, Charles peut attendre. Il n'aura d'ailleurs pas à attendre longtemps pour connaître l'impact de mes actions. À 15h47, alors que Léna et moi finissons de discuter des termes de mon éventuelle intégration chez Trans-Europe, les nouvelles commencent à se répandre partout.
Mon téléphone explose. Non seulement avec les appels de Charles, mais avec des numéros que je ne reconnais pas. Bloomberg, Les Échos, Le Figaro. L'histoire s'écrit en temps réel. Fusion à 200 millions d'euros suspendue par la plainte d'une employée licenciée. Employée licenciée. Comme si c'était tout ce que j'étais. Amélie, dit Léna en lisant sa tablette, c'est plus gros que je ne le pensais. L'action de Globally a chuté de 7% en 2 heures. Je me sens étrangement calme en regardant le monde de Charles s'effondrer en direct. Pendant des années, j'ai été celle qui réparait les crises. Maintenant, je suis celle qui les crée. À 16h15, mon téléphone sonne. Un numéro que je reconnais. Sylvie, mon assistante. Amélie, où êtes-vous? C'est la folie ici. Charles hurle depuis 1 heure. Chloé est enfermée dans son bureau, enchaînant les appels. Et Bastien, eh bien, Bastien est en train de boire du whisky dans son bureau en plein jour. À quel point c'est grave. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Les gens de Globally ont annulé toutes les réunions pour le reste de la semaine. Et je viens de voir 2 hommes en costume sortir de l'ascenseur avec des mallettes qui criaient service juridique d'entreprise. Les avocats sont déjà là. Maître Vasseur travaille vite. Sylvie, pouvez-vous me faire une faveur personnelle? Sauvegardez tout ce qui se trouve dans mon bureau, en particulier les fichiers sur mon ordinateur concernant les contrats asiatiques. J'ai le pressentiment qu'ils vont essayer de modifier certaines choses. C'est déjà fait. Ce matin, après que la rumeur de votre départ a couru. Quelque chose ne sentait pas bon. Sylvie a toujours été plus intelligente que n'importe lequel des Rainer. C'est pour ça que je l'ai embauchée il y a 5 ans, et c'est pour ça que je l'ai gardée près de moi malgré les suggestions constantes de Charles de moderniser mon équipe de soutien. À 17h30, je suis dans mon appartement quand les titres du journal de 18h commencent. Charles apparaît à l'écran, clairement décomposé, essayant de garder son sourire médiatique tout en expliquant que cette plainte fantaisiste sera rapidement résolue. Mais je vois la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux bougent trop vite. J'ai déjà vu ce regard lors de négociations difficiles, quand l'autre partie se rend compte qu'elle a surestimé sa position. Mon téléphone affiche 47 appels manqués de Charles. À 19h22, il arrête enfin d'appeler. À 20h15, Chloé prend le relais. Ses appels sont plus espacés, plus calculés. Elle consulte probablement l'équipe de communication de crise. À 21h30, je reçois un texto de Bastien. Amélie, s'il te plaît, on peut arranger ça. La famille, ça s'entraide. La famille. Maintenant que leurs comptes en banque sont gelés, ils se souviennent soudain que je suis de la famille. Je ne réponds pas. À 22h45, on sonne à mon interphone. Je vois Charles sur le petit écran, debout à l'entrée de mon immeuble. Son costume habituellement impeccable est froissé. Ses cheveux habituellement parfaits sont en désordre. Il a l'air d'un homme qui a passé la pire journée de sa vie. Parce que c'est le cas. Amélie, ouvre. Il faut qu'on parle. Sa voix est différente, sans cette autorité qu'il a toujours projetée. Il y a quelque chose dans son ton qui ressemble presque à une supplique. Nous n'avons rien à nous dire, Charles. S'il te plaît. Juste 5 minutes. J'envisage de l'ignorer complètement, mais ma curiosité l'emporte. Je veux voir jusqu'où il est prêt à s'abaisser. Je lui ouvre la porte de l'immeuble, mais pas celle de mon appartement. S'il veut parler, il peut le faire dans le couloir, où le concierge peut entendre chaque mot. Il monte les escaliers lentement, comme un homme qui a vieilli de 10 ans en une journée. Quand il arrive à mon étage, il s'appuie contre le mur, respirant lourdement. Amélie, je ne sais pas quels mensonges on t'a raconté, mais c'est de la folie. Cette plainte, ces documents, ce sont forcément des faux. Je le regarde à travers le judas de ma porte. Cet homme qui a passé 24 ans à vivre de mon travail, à construire sa réputation sur mes succès. Les seuls faux, Charles, sont ceux que tu as déposés au greffe du tribunal quand tu as revendiqué la propriété de l'entreprise de mon grand-père. Silence. Un silence si complet que je peux entendre le bourdonnement des néons du couloir. Tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu fais, dit-il finalement. Ça va détruire des centaines d'emplois. Ça va ruiner des contrats qui ont pris des années à établir. Ça va révéler la vérité, je l'interromps. Ce que tu aurais dû faire il y a 24 ans. Amélie, je sais que tu es en colère à cause de la fusion, mais on peut renégocier.
On peut te trouver un poste dans la nouvelle structure. Directrice senior des opérations. Meilleur salaire, plus d'avantages. Le désespoir dans sa voix est palpable. Cet homme qui, hier, me parlait comme si j'étais un déchet jetable, m'offre maintenant des promotions. Charles, va-t'en. Amélie, s'il te plaît. Pense à ta mère. Pense à ce qu'elle aurait voulu. Nous étions une famille. Nous pouvons le redevenir. Et voilà. Il joue la carte de ma mère. La femme qui est morte trop jeune pour voir ce que l'homme qu'elle avait choisi pour prendre soin de sa fille allait devenir. J'ouvre la porte, juste assez pour qu'il puisse voir mon visage. Ma mère aurait voulu que je réclame ce que mon grand-père a construit pour moi. Ma mère aurait voulu que je sois assez forte pour me défendre contre des hommes comme toi. Charles recule comme si je l'avais frappé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as aucune idée de comment gérer une entreprise de cette taille. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Tout ce que j'ai construit, je corrige. Et tu as raison sur un point. Je vais détruire tout ce que tu as construit. Ta réputation. Ton empire médiatique. Ta narration soigneusement fabriquée. Tout. Je ferme la porte et je mets le verrou. Charles reste planté dans le couloir pendant encore un quart d'heure, frappant parfois doucement à la porte, murmurant des suppliques qui n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Quand il part enfin, je me sers un verre de Sancerre et j'ouvre mon ordinateur portable. Il est temps de commencer la phase suivante. La vengeance, à 23h30, j'envoie un email crypté à Léna avec une pièce jointe, une compilation de chaque irrégularité financière que j'ai notée au cours des 5 dernières années de la gestion de Charles. Des surestimations de contrats, des factures en double pour des clients, des dépenses personnelles extravagantes imputées comme frais professionnels. Rien qui ne puisse l'envoyer en prison, mais suffisamment pour détruire toute crédibilité qui lui reste dans le secteur. À 23h45, je transfère le même fichier à 3 journalistes d'investigation dont je suis le travail depuis des années. Des journalistes qui valorisent la précision au-dessus du sensationnalisme. À 23h58, je programme un message qui sera envoyé automatiquement demain matin au conseil d'administration de Globally. Un résumé détaillé des pratiques financières douteuses qu'il découvrirait s'il poursuivait la fusion. À minuit pile, je vais me coucher. Et pour la première fois en 24 heures, pour la première fois en des années, je dors d'un sommeil profond et sans rêve. Demain, Charles se réveillera dans un monde où il ne contrôle plus la narration. Où il ne peut plus utiliser mon travail pour bâtir son empire. Où il devra enfin faire face aux conséquences de 24 ans de vol. Demain, ma vengeance commencera vraiment. Mais je découvre que la vengeance n'arrive pas avec des explosions dramatiques. Elle arrive avec la précision silencieuse des documents juridiques et l'efficacité implacable de la vérité. À 6h30, mon téléphone vibre. Un message de Maître Vasseur. Assemblée générale extraordinaire des actionnaires programmée à 10h. Salle du conseil principal. Votre présence est requise par la loi. Par la loi. Parce que maintenant, je suis ce que j'aurais toujours dû être, l'actionnaire majoritaire. À 7h15, pendant que je m'habille pour ce qui sera la réunion la plus importante de ma vie, les chaînes d'information en continu sont en ébullition. Bloomberg rapporte que l'action de Globally a encore chuté de 12% en préouverture. Les Échos publient un éditorial intitulé « Quand les employés contre-attaquent, les litiges qui redéfinissent le pouvoir des entreprises ». Employés. Ils n'ont toujours pas compris qui je suis vraiment. À 8h30, j'arrive à la tour Rainer. Pour la première fois en 15 ans, je ne vais pas directement à mon bureau. Au lieu de ça, je prends l'ascenseur direct pour le 50e étage, la suite exécutive où Charles a joué au PDG de mon entreprise pendant plus de 2 décennies. Sa secrétaire, Patricia, une femme d'une 60aine d'années qui a tout vu, me regarde avec un mélange de confusion et de respect renouvelé. Elle a clairement lu les nouvelles et est en train de recalculer la dynamique du pouvoir. Bonjour, mademoiselle Lambert. Monsieur Rainer vous attendant. Je ne vais pas voir monsieur Rainer, je l'interromps doucement. Je vais à la salle du conseil. Et Patricia, à partir de maintenant, c'est madame Lambert. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Elle a vu assez de changements de pouvoir pour en reconnaître un lorsqu'il se produit en temps réel. Bien sûr, madame Lambert. La salle du conseil principal est un espace que j'ai rarement occupé. Charles préférait toujours les réunions opérationnelles dans des espaces plus petits, gardant les grandes décisions stratégiques au sein de son cercle intime. Mais aujourd'hui, pour la première fois,
je prends ma place au bout de la table en acajou qui a dû coûter plus que le salaire annuel de beaucoup de nos employés. Maître Vasseur arrive à 9h45, suivi de 2 jeunes collaborateurs chargés de boîtes de documents. Sa présence transforme immédiatement l'atmosphère de la pièce. Ce n'est plus une réunion de famille informelle, c'est une procédure légale formelle. À 9h58, Charles entre avec Chloé et Bastien. Tous les 3 ont l'air d'avoir passé une nuit blanche. Charles a des cernes profonds et son costume, bien que propre, semble avoir été choisi à la hâte. Chloé conserve son sang-froid extérieur, mais je vois la tension dans la façon dont elle serre son sac Hermès. Bastien a simplement l'air perdu, comme un enfant qui se rend compte que le jeu a changé et que personne ne lui a expliqué les nouvelles règles. Il s'arrête net quand il me voit assise à la tête de la table. « Amélie, qu'est-ce que tu fiches là ?» demande Charles, sa voix retrouvant un peu de son ancienne autorité. Je préside l'assemblée des actionnaires, je réponds calmement. C'est mon droit. Maître Vasseur se racle la gorge et pose un document épais au centre de la table. Mesdames et messieurs, ceci est une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Rainer Logistique, convoquée conformément aux droits des sociétés. En tant qu'actionnaire majoritaire détenant 62% des actions de la société, Madame Amélie Lambert exercera tous les droits de vote correspondants. Le silence qui suit est si absolu que je peux entendre le bourdonnement de la climatisation. Chloé est la première à retrouver sa voix. C'est ridicule. Amélie ne possède aucune action. Ce doit être une sorte d'erreur juridique. Ce n'est pas une erreur, dit Maître Vasseur en ouvrant sa mallette. Voici les statuts originaux de la société, établis sous le nom de Logistique Lambert en 1978 par Marcus Lambert, grand-père de Madame Lambert. Voici les documents de la fiducie irrévocable établie en 1987, transférant la propriété majoritaire à Amélie Lambert à son 18e anniversaire. Et ici, il pose un autre document sur la table, ils ont les faux que M. Charles Rainer a déposé au greffe du tribunal en 1999, revendiquant frauduleusement la propriété de l'entreprise. Charles s'effondre sur une chaise comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Ce n'est pas possible, murmure-t-il. Marcus n'a jamais mentionné. Marcus Lambert vous a très clairement fait part de ses intentions, l'interrompt Maître Vasseur. En fait, nous avons des enregistrements de plusieurs conversations où vous discutez avec lui de l'avenir d'Amélie dans l'entreprise. L'un des collaborateurs installe un petit lecteur audio. La voix de mon grand-père remplit la pièce, claire malgré les 24 ans écoulés. Charles, je veux que tu comprennes quelque chose. Cette entreprise appartient à Amélie. Elle lui a toujours appartenu. Tu peux la gérer pendant qu'elle grandit, mais elle ne sera jamais, jamais à toi. La réponse de Charles est tout aussi claire. Marcus, avec tout le respect que je vous dois, Amélie n'est qu'une enfant. Elle ne peut pas diriger une entreprise. Elle a besoin d'une main ferme, d'une expérience réelle. Quand elle sera plus âgée, si elle montre de réelles aptitudes, bien sûr qu'elle aura une place dans l'entreprise. Pas une place, Charles. L'entreprise. Toute l'entreprise. L'enregistrement se poursuit, avec Charles arguant qu'une jeune femme ne pourrait pas gérer les complexités d'un commerce international. Quand l'enregistrement se termine, Bastien est livide. Il regarde son père comme si c'était un étranger. Sur la base de ces preuves, je continue, ma voix ferme, je procède à l'exercice de mes droits en tant qu'actionnaire majoritaire. Premier point à l'ordre du jour, révocation de Charles Rainer de son poste de président-directeur général. Tu ne peux pas faire ça, chuchote Charles. J'ai investi 24 ans de ma vie dans cette entreprise. Tu as investi 24 ans à gérer mon entreprise, je corrige, et à la gérer mal. Maître Vasseur, veuillez présenter les irrégularités financières. Il commence à lire une liste, dépenses personnelles, contrats surévalués, bonus auto-attribués. À chaque élément, Charles s'enfonce un peu plus dans son fauteuil. Deuxième point, je continue. Restructuration complète de la direction. Chloé Rainer et Bastien Rainer peuvent choisir entre un généreux plan de départ ou faire face à un audit complet de leurs départements respectifs. Chloé me regarde avec quelque chose qui pourrait être du respect, ou de la haine. Pourquoi nous donnes-tu le choix, demande-t-elle. Parce que contrairement à votre père, vous n'avez jamais prétendu posséder ce qui ne vous appartenait pas. Vous étiez complices, mais pas les architectes. Bastien se penche en avant et, pour la première fois, me regarde droit dans les yeux. Amélie, je suis désolé. Je ne savais pas. Pour les documents, pour la fraude. Si tu l'avais su, aurais-tu fait quelque chose de différent? Ou aurais-tu trouvé un moyen de le justifier?
Son silence est une réponse suffisante. Troisième point, dis-je. Annulation immédiate de la fusion avec Globally. L'entreprise restera indépendante, sous ma direction. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit, dit Charles. Je vais reconstruire tout ce que tu as corrompu, je réponds. Cette entreprise a été fondée sur l'intégrité. Sous ta direction, elle est devenue un monument à ton ego. Je me lève. La réunion est terminée. Charles, tu as jusqu'à la fin de la journée pour vider ton bureau. Chloé, Bastien, vous avez jusqu'à demain pour décider. Je marche vers la porte, mais je m'arrête. Une dernière chose. Le nom de l'entreprise redevient Logistique Lambert. L'Empire Rainer est terminé. Je sors de la salle, laissant derrière moi 24 ans de silence imposé. Mes pas résonnent avec autorité dans les couloirs que j'ai aidé à construire. C'est mon entreprise. Maintenant. Officiellement. Légalement. Finalement.